Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer la lecture du Bachelier, qui est un roman de Jules Vallès publié en 1881 chez Georges Charpentier. Son personnage principal est Jacques Vintra, qui le représente donc puisque ce roman se veut autobiographique. À ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim, je dédie ce livre. Nous retrouvons donc Jacques Vintra, pas Vintra, dans le Bachelier, prêt à partir pour Paris libre. Je n'ai qu'une petite malle, mais j'ai mon éducation. Si Paris représentait dans l'enfant, oui, puisque c'est une trilogie, l'enfant, le Bachelier et ensuite l'insurgé, une certaine forme de liberté en dehors de la mainmise parentale, ce retour de Jacques dans la capitale va devenir une nouvelle aliénation. Son souhait initial de devenir imprimeur se confrontera vite à la réalité de classe. Un homme éduqué ne devient pas ouvrier. Voilà, donc nous allons continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Donc nous en étions au chapitre Désespoir. On se met dans le mood. Entre parenthèses. Il y a bien la bibliothèque, mais je suis arrivée à en avoir l'horreur de cette grande pièce où j'ai passé enfant de si belles heures. Je croyais alors à ce que je lisais. Je n'y crois plus. Les livres dont elle est riche sont des livres sévères ou vieux qui me reparlent de ce qu'on me rabâchait au collège. Non, non. Je ne puis pas remettre mon nez là-dedans, retourner à ce vomissement de vers latins et de thèmes grecs. Je me suis rejetée sur Chateaubriand, sur Casimir de la Vigne, sur Alexandre Duval, qui brille en première ligne sur les rayons. Chateaubriand. Il y a les Natchez, les martyrs. C'est ce que m'apporte et me conseille le bibliothécaire, que je connais un peu. Il me gêne même, parce que je ne puis pas demander, ni même prendre sur les rayons des livres qui auraient l'air frivole ou trop libre. Je dois être mal construit, décidément. J'ai tort d'accuser mes parents. C'est moi qui ne vaux rien. Étant au collège, je ne trouvais pas de joie saine. Malgré que les professeurs en disent dans le commerce de l'Antiquité, je n'en trouve pas davantage dans la lecture de ce moderne qu'on appelle Chateaubriand. Ces martyrs m'ennuient, mais m'ennuient. Si je ne connaissais pas le bibliothécaire, je dormirais, mais je paraîtrais n'avoir pas de cœur de venir dormir sur les chefs-d'œuvre. Puis il est défendu de dormir. Il n'y a qu'à baisser la tête, et encore, non, je ronflerai tout de suite. On ne parle pas comme ces gens de Chateaubriand, cependant, ni à Paris, ni à Nantes. Je ne suis pas un des premiers chrétiens. Je suis un vieux chrétien, c'est-à-dire qu'il y a 1852 ans qu'il y a eu des chrétiens avant le fils Vintra. Il faudrait remonter jusqu'à l'an 1 de notre ère. Remonter, toujours remonter. Je ne fais que remonter depuis le collège. Et ça fatigue à la fin. Les chevaux des diligences ont plus de chance que moi. Ils n'ont pas des côtes tout le temps. Les Natchez sont moins hauts, il y a moins à remonter. Mais je n'ai pas besoin non plus de savoir comment vivent les gens dans les forêts vierges. J'ai plus besoin de petits bois que des grandes forêts. Dessous de petits bois. Voilà tout ce qu'il me fallait pour ma semaine. Et je trouvais cela chez le charbonnier du coin. « Vous avez fini, Chateaubriand ?» me demande le bibliothécaire qui me protège. Oui, il m'a surpris au moment où je commençais un somme. Vous ne voulez pas le relire? Pas tout de suite. Je vous conseille Marmontel maintenant. Les Incas. Les Mélécassiques. Mais j'aime mieux les sauvages de la foire, mais je préfère voir manger des poulets crus, mais Gatimozin me rase. Il ne m'est de rien, Gatimozin. On veut me faire pleurer sur Gatimozin. Dites donc vous, avez-vous vu sur les canons du coup d'État les assassinés de la rue Montmartre, l'enfant de la rue Tictonne, le soleil brûlant des Incas? Moi j'ai vu le ciel glacé du 2 décembre.
15, le grand. Je suis tombée sur le grand, au collège. Le grand était d'une classe au-dessous de la mienne. Et nous ne nous rencontrions que dans la cour, mais il m'avait remarqué à cause de mon air embêté, éternellement embêté. J'avais remarqué, moi, qu'il était grand comme un officier, qu'il avait tout autant, sinon plus que moi, le mépris le plus parfait, le plus convaincu pour les versions, les thèmes, les vers latins, le grec, la philosophie. Mais un mépris. Il n'apprenait jamais une leçon, ne faisait jamais un devoir. Il opposait à toute question sur ce sujet. Point l'injure, point le mensonge. Il opposait le sommeil et l'ahurissement. Pendant 7 ans, quand on lui demandait ses leçons ou qu'on s'étonnait qu'il ne fît jamais un devoir, le grand répondait en se frottant les yeux et en ayant l'air d'être pris au saut du lit. Lorsqu'on insistait, quand les pensums venaient et que le professeur voulait absolument avoir une explication, alors on assistait à un spectacle vraiment lamentable. Celui de Legrand se levant et regardant du côté de la chaire d'un œil terne, la bouche ouverte, comme s'il se passait là quelque chose de curieux et qu'il aurait bien voulu comprendre, mais il ne jetait que des sons inarticulés, pas moyen d'en tirer autre chose. Il n'avait pas l'air de se moquer ni d'être méchant, non. Il voulait bien rendre service s'il le pouvait, mais il indiquait par des gestes sans suite qu'il n'était pas à la conversation et qu'il vaudrait mieux qu'il fût dans un hospice de sourds ou d'innocents plutôt que de faire ses études. Il était parvenu à les faire tout de même de cette façon, mis à la porte de la classe, mais point du collège. On avait pitié de lui. « Sortez et allez-vous-en » Il ne bougeait pas. Ou bien, si on le mettait dehors par les épaules, il allait s'asseoir tranquillement dans la cour entre les colonnes. Souvent, en hiver, il entrait où il y avait du feu. Chez le concierge, qui ne pouvait pas le renvoyer, car le grand faisait paquet et devenait trop lourd. Il allait aussi dans la classe de spécial ou d'élémentaire, où il n'y avait jamais que 7 ou 8 élèves qui travaillaient en famille avec le professeur. On laissait le grand se mettre comme un vieux près du poêle. J'avais conçu une grande admiration pour lui, cette patience, tant de simplicité. Se frotter les yeux ou faire et de cette façon éviter le grec ou le latin. Que n'avais-je eu cette idée-là? J'aurais passé pour un idiot, mais je ne trouvais pas grand avantage à passer pour avoir beaucoup de moyens. On ne me saluait pas dans la rue pour mes moyens. Et je recevais mes raclées, tout pareil, quand j'étais petit. Mais comment ça t'est-il venu, lui demandai-je un jour, avec le respect qu'on a pour l'inventeur et la curiosité qui se mêle à l'étude d'une découverte nouvelle? Je m'en vais te le conter. Je connais Jeannette, qui joue les ganaches au théâtre. J'ai voulu être acteur et faire des ganaches aussi. Voilà comme l'idée m'est venue. Je n'ai même pas fait exprès au commencement, je t'assure. Ah, tu voulais être acteur? J'aurais dû m'en douter. Il avait toujours des gilets à revers, des vestes en velours, des pantalons à carreaux. Il marchait dès qu'il n'était plus forcé d'avoir l'air ahuri. Il marchait comme j'ai vu marcher au théâtre, il secouait ses cheveux en arrière. C'était le seul. Il avait une canne. C'était le seul, probablement, dans tous les collèges de France. Il avait une canne pour laquelle il payait 2 sous de location par semaine. Pour 2 sous, on la lui gardait chez le savetier, en face, pendant les classes. Entre parenthèses. Il m'a menée chez lui. Il a bien la plus drôle des familles qu'on puisse voir. Et je comprends qu'il ait le goût du théâtre. La maison est une comédie. On n'entend que des cris, des gémissements et des appels à la divinité. On boit là-dedans 30 tasses de café par jour, ce qui met tout le monde dans un état d'exaltation impossible à décrire. Sa mère et sa sœur, 2 créatures excellentes, le dévouement et la vertu même, croient au bon Dieu d'une façon bruyante. Elle l'appelle à chaque instant en faisant bouillir l'eau.
en portant le marc, en remplissant les demi-tasses. On confond quelquefois avec la bonne. Je m'y laisse moi-même prendre de temps en temps. Monsieur Jacques, encore une goutte? Oh, versez-nous. Je ne comprends pas bien qu'on me demande une demi-tasse avec des larmes dans la voix et en crevant le plafond avec ses yeux. Versez-nous la consolation. Comme en Normandie, alors. Je vais chercher l'eau de vie. Mais c'est du bon Dieu qu'il s'agit. Et elle repousse la taupette avec un geste religieux. Donnez-nous du sucre. Je ne m'y laisse plus prendre. C'est bon une fois. Monsieur Jacques, vous ne voulez donc pas nous donner du sucre? C'est bien du sucre qu'elles veulent. Bénissez-nous, bénissez-nous. Je vous en prie, bénissez-nous. Est-ce à moi? Est-ce à lui? Il demeure sur la cour et on ne voit pas très clair. Elles ont l'air positivement de se tourner vers moi pour que je les bénisse. Faut-il faire le geste de les bénir? Comment bénit-on? Il est moins fort que l'autre fois. C'est du café qu'elle parle. Chaque fois que la bonne rentre de course, c'est comme si la nonne sanglante apparaissait. Chaque fois que quelqu'un frappe, c'est comme s'il arrivait un revenant. Tout ce café qu'on boit a donné aux nerfs de toute la maison une sensibilité extrême, un coup de sonnette, le chant du coq, le miaou des chats, une armoire qui craque, un hanneton qui bat la vitre, un rien fait partir un cri vers le ciel. Le ciel qu'on voit très peu. Pas assez. C'est décidément trop sombre sur le derrière. Des gens si religieux devraient rester sur le devant. Pas un entresol ou tout à fait en haut avec une tabatière. Quand elles disent « Nous en appelons à toi, Dieu qui voit tout ». Pour croire qu'il les voit là-dedans, il faut lui supposer une bonne vue. Le père croit peut-être en Dieu, mais il cause moins souvent avec lui. Et il n'est pas toujours à le tirer par la manche pour lui parler. Sa spécialité est de donner le moins d'argent possible pour l'entretien de la maison. Il prétend le moins d'argent possible pour l'entretien de la maison. Il prétend que le café soutient énormément et il est chien pour la viande. Il prétend encore que Dieu ne regarde pas à l'habit et il est vraiment rat pour les vêtements. Mais au fond, il a aussi bon cœur que la mère et la fille et je vis près d'eux comme dans une famille nouvelle. Je suis arrivée tout de même à deviner quand c'est à moi ou au ciel qu'on s'adresse. Je ne crois plus qu'il est arrivé un malheur quand on me demande l'heure sur le ton d'une douleur profonde et avec des déchirements dans la voix. Je sais qu'un moment après, on dira « je crois que Pinault, l'épicier, met de la chicorée » ou bien « si nous achetions un melon pour ce soir ». Cela sera dit sur le ton d'un missionnaire qui prie Dieu de le faire manger par les sauvages bien vite pour aller plus vite au paradis. Mais on a tout de même de bons melons. Et l'on a très bien balancé Pinault, parce qu'il continuait à mettre de la chicorée. Nous nous entendons bien avec le grand. Il est tant soit peu catholique, mais il n'en est pas moins une belle plante d'homme libre et forte, qui ne repousse pas la chicorée sceptique qui pousse près de lui, dans ma personne. Nous nous disputons, c'est clair. Il y a des malentendus, c'est sûr. Mais nous sentons bien tous deux que nous avons du ridicule à venger et que nous avons besoin de nous détendre plus que d'autres, tant nous avons été étouffés. Lui entre les feuillets d'un paroissien, moi entre le dictionnaire latin-français de mon père et l'éducation paysanne de ma mère. Aussi, comme nous nous en donnons, ma foi, ma douleur pesante et laide, ma douleur qui sentait le canal aux épluchures et la rue aux pauvres, qui sentait aussi la pommade des femmes à matelot et l'eau vive des bouges, ma douleur d'hier s'est changée en une fièvre qui n'a plus la sueur si sale et si noire. Nous cherchons querelle dans les cafés. C'est notre occupation, à mon élève et à moi.
Car le grand est mon élève. C'est en qualité de camarade que je suis entrée dans l'entresol de la famille et que j'ai pris la première demi-tasse. C'est en qualité de préparateur au baccalauréat que je suis restée. Je suis censée préparer le grand au baccalauréat. Je fais bien ce que je peux, lui aussi. Il voudrait se débarrasser de cela, ramasser ce diplôme. Et j'essaie de lui faire entrer cette bachelerie dans la tête, puisque je me connais mieux en bachelerie que lui. Moi nourri dans le sérail, fils de professeur, âne chargé des reliques des distributions. Je paie donc ainsi mon café, ma part de melon. Mon père et ma mère n'ont rien dit parce que je ne fais pas baisser les prix des répétitions en buvant du café et en mangeant du melon. Café Molière. Nous allons au café Molière. Un café célèbre. Le café de la jeunesse dorée. Là se trouvent toutes les têtes brûlées de la ville, des garçons qui mangent leur fortune. Je ne savais pas qu'il y eût ces traces de gens dans ce pays. Je n'aurais pas eu des évanouissements de courage et d'espoir si profonds si j'avais connu ce monde inquiet et fiévreux. Bourreau d'argent, creveur de chevaux, entreteneur de filles, crânement batailleur et duelliste. Je ne puis pas vivre toujours dans ce milieu. Je n'ai pas de fortune à manger. Mais ce voisinage me va. Il y a ici la comédie de la misère frottée de blanc d'argent avec des impurs dans le fond et les émotions du tapis vert la nuit. Il en est, parmi ces rieurs, quelques-uns dont le père s'est fait sauter la cervelle le lendemain de sa ruine ou à la veille de son déshonneur. Il en est qui vont être ruinés ou déshonorés par leur compte, avant d'avoir eu, comme leur père, la vertu de la lutte, déshonorés avec des cheveux blonds et une rose à la boutonnière. Mais je me suis sentie à l'aise tout de suite, dans ce café, avec ces gens. Ils n'auraient pas l'idée de se moquer d'un paletot mal fait. Ils ne s'amuseraient pas de si peu. Ces vireurs méprisent la pauvreté, point les pauvres, je le sens. Ils sont tous les soirs trop près de l'abîme. Ils savent trop bien la ruine arrive vite. Combien les créanciers deviennent facilement insolents. Aussi mon habit ne me gêne pas. C'est la première fois peut-être. On ne laisse pas traîner un soufflet sur la joue au café Molière. J'ai vu des cimes d'herbe se gommer de rouge l'autre matin. C'était le frère d'un de nos anciens condisciples qui se battait. Nous avions été prévenus du combat, nous pouvions tout voir, abrités derrière un bouquet d'arbres. Il m'est venu des idées folles par la tête. J'aurais voulu être le témoin du blessé, prendre l'épée tombée de ses mains. J'ai honte de vivre comme un crapaud dans une mare. Je voudrais sortir de mon silence et de mon obscurité par besoin d'action ou par orgueil, je ne sais pas. Le grand est comme moi. Pire encore, c'est un homme de théâtre. Je crois sur ma parole qu'il préférait être blessé pour avoir un plus beau rôle, une plus belle scène, pour tâter la place qu'à fouiller l'épée et tourner sa tête sur son cou, comme cela se fait dans les beaux moments des mélodrames. Il le voudrait, il en crève d'envie, j'en suis sûre. Je suis plus lâche. Je ne comprends pas pourtant qu'on ait peur d'un duel. Est-ce parce que je trouverai là l'occasion d'être l'égal d'un riche et même de faire saigner ce riche, de le faire saigner dur, s'il le fait rentrer bien? Est-ce parce que je me figure qu'on ne peut pas me tuer? Je me sens trop de force. Mourir, allons donc. J'ai encore à faire avant de mourir. Voilà, c'est ainsi que se termine ma dernière lecture pour ma part, mais un autre suivra donc les lectures du bachelier de Vallès. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi oui, et je vous souhaite à tous une belle soirée, de très beaux rêves pour certains et bon courage pour le travail pour d'autres. À tout bientôt.